Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à la signature du pacte bois biosourcé. On est ravis de vous accueillir. Donc, je suis Céline Laurent, déléguée générale de FIBois Île-de-France. Nous accueillons aujourd'hui l'ensemble des signataires, des premiers signataires du pacte. Alors, on aurait bien préféré évidemment pouvoir signer de manière matérielle et concrète ce pacte avec vous, mais pour les raisons que vous comprenez et vu les circonstances, on a dématérialisé l'ensemble du process. Donc aujourd'hui, on va pouvoir voir l'ensemble des signataires. Nous sommes ensemble à peu près pour 1h30 jusqu'à 18h30. On aura l'honneur d'écouter en introduction d'abord une vidéo de Madame Pécresse, présidente de la région de France, qui ne pouvait pas se joindre à nous et qui a transmis une vidéo donc on pourra écouter ensemble et qui introduit le pacte. Puis nous écouterons Monsieur Marc Guillaume, le préfet de la région de France, puisque le pacte bois biosourcé est signé sous le haut patronage de la préfecture d'Île-de-France. Et puis ensuite, il y aura une introduction de Paul Jarquin, président de FIBois Île-de-France, qui expliquera la genèse et les ambitions de l'ensemble du pacte. Puis un temps de questions-réponses avec les signataires, avant de terminer par une conclusion de Luc Charmasson, président du CSF Bois, et un temps de questions-réponses avec les journalistes. Donc, les journalistes qui sont présents et qui nous écoutent ici, n'hésitez pas à poser vos questions sur le bouton en haut à droite de l'écran. Il y a un chat et on aura les questions qui nous parviendront et on pourra y répondre dans un temps d'échange avec Paul Jarquin à la fin de la conférence. Donc, ce que je vous propose sans plus attendre, c'est de lancer la vidéo de Madame Pécresse avant d'entendre le préfet Marc Guillaume. Monsieur le préfet de région, mesdames et messieurs les aménageurs, mesdames et messieurs les promoteurs, mesdames et messieurs les bailleurs, cher Luc Charmasson, cher président du CSF Bois, je tenais à être présente, même virtuellement, parmi vous aujourd'hui parce que votre réflexion touche au but. Nous allons nous engager pour le développement d'une filière de matériaux biosourcés en Île-de-France. Alors pourquoi la promotion du bois et des matériaux biosourcés dans la construction? Tout simplement parce que ma conviction, c'est que le secteur du bâtiment doit passer à la vitesse supérieure en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Je crois que c'est une préoccupation que nous partageons tous ici. Il s'agit non seulement des émissions liées au chauffage, et vous le savez, la région s'est engagée dans la disparition des chaudières au fioul et au charbon avec des aides individuelles pour permettre aux particuliers de changer leur chaudière. Mais il s'agit aussi des émissions de gaz liées aux matériaux employés dans la construction. Le ciment est à lui seul à l'origine de 5% des émissions de CO2 mondiales. Alors face à ce constat, je crois fermement que le bois, et plus généralement les matériaux dits biosourcés, comme le chanvre ou la paille, sont une partie de la solution. Ce sont des ressources renouvelables et qui ne consomment pas d'énergie à produire. Ce sont même les seuls matériaux à stocker du carbone. 1 mètre cube de bois dans un bâtiment, c'est 1 tonne de carbone stockée sur toute la durée de sa vie. Et regardez la charpente de Notre-Dame, ça peut durer particulièrement longtemps. Au-delà de ses vertus climatiques, je me suis rendu compte que le bois est particulièrement adapté au contexte urbain et dense de l'Île-de-France. Un chantier en bois, ça va vite. Et un chantier en bois, ça ne fait pas de bruit. Ce sont des matériaux légers qui permettent de rénover à coût maîtrisé. Je suis donc déterminée à faire de l'Île-de-France une vitrine de la construction bois. Et je me réjouis que le préfet d'Île-de-France, Marc Guillaume, introduise cette signature avec moi. Nous avons de beaux défis conjoints devant nous, avec en particulier la construction du village olympique et les quartiers des 68 nouvelles gares du Grand Paris Express. Je pense que la construction bois a de beaux jours devant elle en Île-de-France
et j'y engagerai la région, notamment dans les bâtiments dont nous avons la responsabilité. Je pense particulièrement au lycée. Cette accélération de l'utilisation du bois ne se fera en effet que si nous, acteurs publics, nous sommes exemplaires. Et à ce titre, je suis particulièrement heureuse de voir que les aménageurs ont massivement répondu présent, et notamment la Solidéo, les EPA. Et je pense bien évidemment à tous les établissements que j'ai l'honneur de présider, que ce soit Grand Paris Aménagement, l'EPA Paris-Saclay ou l'établissement public foncier d'Île-de-France. Nous sommes tous en ligne. Nous allons à la région également promouvoir le bois dans nos constructions. Je l'ai dit, en premier chef dans les 463 lycées publics d'Île-de-France. Nous n'avons pas attendu pour nous engager dans le déploiement des solutions biosourcées, avec par exemple le lycée Pauline Roland de Chevilly-Larue, le lycée de Cormeilles en Parisis, le lycée Uruguay France à Avon ou encore le lycée Couperin à Fontainebleau. Et même l'auditorium du conseil régional du nouveau siège qui est en bois et magnifique et que je vous invite à venir visiter. Mais la signature de ce pacte marque aussi notre volonté d'aller plus loin. Je veux que pour la région, le bois et les matériaux biosourcés ne soient plus des expériences, mais un réflexe généralisé. Nous nous engageons ici à atteindre 20% de surface de nos constructions ou réhabilitations en bois. Pour cela, c'est très simple. Nous allons tout simplement systématiquement privilégier la construction en bois et en matériaux naturels pour les extensions et les rénovations de nos lycées. C'est bon pour le climat, c'est bon pour les riverains, mais c'est aussi bon pour les lycéens, car cela fait des environnements plus chaleureux et moins bétonnés. Bien sûr, je préférerais autant que possible que ce bois utilisé dans la construction provienne d'usines proches et si possible franciliennes. Cela suppose un investissement de la puissance publique depuis l'arbre jusqu'à la planche ou au panneau, pour un secteur qui a beaucoup souffert de désinvestissement, voire d'une injuste désaffection. Alors, c'est ce que nous allons faire à la région. Nous allons investir dans les dessertes forestières pour mieux sortir le bois des forêts. Et nous soutenons la création ou la modernisation des scieries et usines de fabrication de biomatériaux, comme par exemple le chanvre. Nous accompagnons en ce moment même la scierie Reser dans son projet de modernisation qui lui permettra de tripler ses capacités de production grâce à un appel à projet que nous avons lancé en sortie de confinement. Et je m'en réjouis tout particulièrement. Enfin, grâce au dispositif Réflexe Bois Biosourcé, nous avons soutenu 16 opérations publiques de construction et de réhabilitation d'envergure, représentant près de 200 000 mètres carrés de surface de plancher. Nous avons également initié le Booster Bois Biosourcé aux côtés de nos partenaires afin d'accélérer l'accès au marché de la construction des solutions innovantes. Lors de la COP régionale, la conférence climat régionale en septembre dernier, j'ai également pris l'engagement d'engager un programme de recherche en vue de la protection contre la sécheresse et pour le repeuplement des massifs forestiers franciliens, en lien avec l'ONF, de doubler l'aide aux quartiers innovants et écologiques qui s'engagent à plus de 50% de construction en matériaux biosourcés et de faire émerger une filière industrielle francilienne pour l'approvisionnement en matériaux biosourcés pour la construction, avec l'objectif de doubler la part des matériaux biosourcés dans la construction francilienne d'ici 2025. Je vous confirme ici le lancement prochain d'un appel à manifestation d'intérêt pour la construction d'une usine d'éléments de structure en bois ou en matériaux biosourcés en Île-de-France, avec des dotations publiques à la clé. Nous allons rassembler les partenaires publics et privés pour sécuriser du foncier et financer cette usine, avec pour objectif d'accélérer encore la bioconstruction. Je sais que cette ambition d'accélérer l'emploi du bois dans la construction est partagée ici. Je me réjouis de voir la qualité et le nombre des signataires de ce pacte Francile-Bois. Grâce à vous, nous ouvrons le champ des possibilités pour lutter contre la crise climatique et environnementale qui appelle des réponses structurelles et un vrai changement de modèle. Alors il ne nous reste plus qu'à concrétiser ces engagements. Je sais que je peux compter sur vous et vous pouvez compter sur la région. Donc, on remercie Valérie Pécresse pour cette introduction et je vais de ce pas passer la parole à Monsieur le Préfet de région, Marc Guillaume,
pour nous faire une introduction et on le remercie pour son soutien sur ce pacte bois biosourcés et sur la filière forêt-bois en Île-de-France. Monsieur Guillaume. Merci beaucoup de votre invitation. Et c'est vrai que ce qui me fait plaisir, c'est de pouvoir être avec vous pour montrer le soutien de l'État à la filière forêt-bois, qui est évidemment un acteur majeur pour notre pays de la croissance verte avec une contribution écologique évidente. Vous savez bien sûr que les objectifs que le gouvernement s'est fixés en matière environnementale, notamment de lutte contre le changement climatique ou d'amélioration de la qualité de l'air, reposent en grande partie sur la contribution déterminante de la forêt et du bois. Et donc, tout ceci implique de soutenir cette filière, une filière structurée, modernisée, compétitive, avec une coordination des politiques publiques en veillant à une synergie entre les niveaux nationaux et régionaux. Et bien sûr, le pacte qui nous réunit aujourd'hui en est l'illustration. Les constructions en bois avec les autres matériaux biosourcés apparaissent naturellement comme une des solutions pour ces filières. Les émissions jusqu'à 60% de moins de gaz à effet de serre par rapport à des constructions en structure en béton. Tout ce que vous connaissez bien, ce stockage du carbone doit nous aider à atteindre les objectifs que nous sommes fixés. C'est ici la continuation d'actions que nos prédécesseurs avaient déjà engagées. Je songe notamment à Jean-François Carinco en 2015 avec la charte bois construction publique exemplaire. Il nous faut poursuivre tout ça. Tous les maîtres d'ouvrage publics qui sont réunis aujourd'hui soulignent l'engagement de l'État et des collectivités en la matière. Alors peut-être aussi se dire que le plan de relance que le gouvernement a rendu public il n'y a pas longtemps est évidemment une opportunité à saisir pour donner une ampleur supplémentaire aux engagements que vous allez concrétiser dans le pacte tout à l'heure. Bien sûr, dès le début de la crise du Covid, le gouvernement a mis en place des mesures pour soutenir les entreprises et les salariés, mais dans une deuxième étape, le plan de relance qui a été mis en place avec plus de 100 milliards d'euros est déployé autour de 3 volets principaux, l'écologie, la compétitivité, la cohésion, et plusieurs des volets du plan de relance peuvent concerner la filière bois et les travaux que nous avons menés ensemble. J'en citerai quelques-uns en lien avec la démarche. Bien sûr, les aides à l'investissement de transformation vers l'industrie du futur, l'appel à projet structuration de filières performantes, le soutien des industriels de la transformation du bois dans leurs projets d'investissement afin d'accompagner la montée en capacité ou la modernisation des process industriels. Évidemment, le crédit d'impôt pour les dépenses engagées pour les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires, des TPE, des PME. Et puis, plus fondamentalement, surtout, la mesure qui vise à financer jusqu'à 460 millions d'euros sur 2 ans la restructuration lourde des logements sociaux, leur rénovation énergétique. L'ambition est bien sûr de faire émerger des solutions industrielles françaises de rénovation énergétique performantes et faire de ces filières un enjeu environnemental et économique réclame bien sûr une cohérence, et tout ça s'inscrit parfaitement dans ce qui nous rassemble aujourd'hui avec ce pacte bois biosourcé. Si nous pouvons en plus nous emparer du plan de relance pour le faire fructifier, ça serait une belle opportunité. Voilà, donc je remercie tous les participants et je vous dis à quel point nous sommes heureux de soutenir ce pacte. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Préfet. Merci pour ces mots d'encouragement, et nous continuerons à travailler main dans la main avec vous comme avec la région. Là, nous allons passer la parole à Paul Jarquin, donc président de FIBOA Île-de-France, pour qu'il nous rappelle l'ensemble des ambitions du pacte. Bonjour à tous. Pour commencer, je tiens à tous vous remercier d'être aujourd'hui avec nous pour la signature du pacte bois biosourcé. Je remercie Marc Guillaume, préfet d'Île-de-France et préfet de Paris, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et Luc Charmasson, président du CSF Bois, qui nous ont fait l'honneur d'être présents pour assister à cet événement qui, je l'espère, sera fondateur. Je remercie également l'ensemble des partenaires et signataires qui se sont impliqués ces derniers mois aux côtés des équipes de FIBOA Île-de-France. Le pacte bois biosourcé que nous signons aujourd'hui est un bel accomplissement, en engageant une trentaine d'aménageurs et maîtres d'ouvrage à construire bois et biosourcé. Comme l'a rappelé Madame Pécresse, il s'agit d'engager le secteur du bâtiment et de l'immobilier à opérer sa transition environnementale. Le secteur du bâtiment en Île-de-France, c'est plus de 30% des parts du marché national et plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la région. Ce pacte doit nous amener collectivement à réduire notre dépendance au béton et aux énergies fossiles
pour passer progressivement à un usage raisonné de la biomasse et accélérer la bioconstruction. Construire et réhabiliter avec des matériaux biosourcés, c'est réduire jusqu'à 60% l'empreinte carbone de la structure des bâtiments, c'est limiter l'impact sur la biodiversité, sur la gestion de l'eau, et c'est encourager le renouvellement forestier, essentiel pour nos forêts qui sont aujourd'hui en crise. C'est aussi améliorer la performance énergétique de nos bâtiments et la qualité de vie des usagers et des habitants. Nous avons commencé à travailler sur le pacte bois biosourcé lors des états généraux de la filière organisée par Fibois Île-de-France en janvier dernier. Nous sommes repartis de la charte bois construction publique exemplaire, réalisée en 2015 avec l'État et la région Île-de-France, avec le souhait d'aller encore plus loin, d'accélérer, d'ouvrir aux acteurs privés, les promoteurs, et intégrer l'ensemble des matériaux biosourcés, notamment la paille et le chanvre. Nous avons construit les engagements avec plus de 250 personnes à l'occasion de 15 ateliers thématiques traitant des questions de l'amont, de la ressource, de la forêt, jusqu'à l'aval, la mise en œuvre sur les chantiers. Ces engagements permettront de franchir un cap avec des objectifs quantitatifs. 10 à 40% des mètres carrés construits et réhabilités se feront avec des matériaux biosourcés. Aujourd'hui, la part de la construction bois en Île-de-France est de 3,9% dans le logement collectif. C'est inférieur à la moyenne nationale qui est de 6,3%. Dans certains pays nordiques, on monte jusqu'à 30% de construction bois. Le potentiel de développement de la construction bois en Île-de-France est donc immense. Et à l'heure de la crise sanitaire, nous avons aussi constaté les problèmes d'approvisionnement et de logistique que pose notre dépendance aux importations des matériaux de construction. La société civile, elle manifeste de façon importante le besoin de local, de circuits courts. C'est aussi pourquoi il nous a paru important d'intégrer au pacte un engagement minimum de 30% de matériaux biosourcés français, issus des forêts françaises et des filières françaises. En créant de nouveaux marchés en Île-de-France, nous voulons accompagner la structuration des filières sur tout le territoire national. Aujourd'hui, c'est 1 200 000 m². C'est la somme des engagements qui sont pris par l'ensemble des signataires du pacte. Ça représente plus de 300 000 m³ de bois. Cette nouvelle demande en volume va donner de la visibilité aux entreprises de la filière forêt-bois et leur permettre de réaliser les investissements productifs dont on a besoin. Ce qui contribuera au maintien ou à la création d'environ 10 000 emplois en Île-de-France et partout en France. C'est la solidarité entre les territoires, la mise en place de relations vertueuses entre nos villes et les forêts, entre les bâtiments et leurs territoires ressources, que nous souhaitons incarner avec ce pacte bois biosourcé. Ce pacte qui réunit aujourd'hui 28 signataires, dont les plus grands aménageurs, bailleurs sociaux et promoteurs français. En janvier, nous rejoindrons les collectivités d'Île-de-France, des communes, dont la ville de Paris, des départements et des établissements intercommunaux. Je repasse la parole à Céline qui va vous présenter le contenu du pacte. Merci Paul. Écoutez, l'idée c'est de vous présenter rapidement le pacte pour tous ceux qui nous regardent. Donc c'est important de comprendre que ce pacte, il a des engagements relativement simples qu'on a souhaité homogènes pour l'ensemble des signataires, que ce soit les maîtres d'ouvrage ou les aménageurs. Donc les signataires s'engagent sur une production sur l'Île-de-France sur 4 ans, avec 3 types de seuils. Donc à la fois sur la construction neuve et en réhabilitation, ça nous semblait important d'intégrer les sujets de réhabilitation et du déjà là. Donc 3 seuils, le seuil or avec 40% de la surface de plancher en bois biosourcé, le seuil argent avec 20% de surface de plancher en bois et le bronze avec 10%. Donc l'ensemble des signataires s'est positionné sur un de ces 3 seuils, avec en plus la volonté d'être sur du 100% bois certifié, PEFC ou FSC ou équivalent, et de viser un minimum de 30% de bois français. Autres engagements, pour ceux qui le souhaitaient et qui souhaitaient aller plus loin, puisque vous êtes nombreux à souhaiter aller plus loin dans des logiques d'expérimentation, de démonstration ou de neutralité carbone, nous avons proposé des engagements complémentaires, soit autour de contributions qui peuvent aller vers des plantations autour des forêts franciliennes, soit des démonstrateurs en bois feuillu ou en bois français, soit des démonstrateurs autour des aménagements extérieurs en bois dans les espaces publics ou autour de labels qui sont complètement compatibles et complémentaires avec la construction bois.
Donc, comme le label bâtiment bas carbone, bâtiment durable francilien avec Ecopolis, le label bâtiment biosourcé ou E+C-. Et l'ensemble de ces engagements seront évidemment accompagnés, et c'est le but du pacte, c'est que nous créons une communauté. Et donc, on accompagnera Fibois Île-de-France lors d'ateliers comme on a commencé à le faire, pour lever les freins, répondre aux soucis techniques ou juridiques s'il y en a, et surtout donner de la visibilité, donner à voir ce qui est possible de faire, ainsi que les bonnes pratiques. Donc, nous avons également, et on va le voir dans le cadre des partenaires, intégré l'ensemble de la filière. Nous avons travaillé avec les architectes, les constructeurs, mais également nos amis de la paille et du chanvre, donc les autres interprofessions, puisque nous avons intégré, comme le disait Paul Jarquin, à la fois le bois, mais aussi les autres matériaux biosourcés qui sont très présents. Et donc l'ensemble des certificateurs également existants, ou encore la marque Bois de France. Mais également l'ensemble de la filière dans sa position industrielle, c'est-à-dire l'amont de la filière qui viendra apporter la ressource et l'industrie pour répondre aux maîtres d'ouvrage. Donc, c'était important pour nous de montrer que c'était vraiment un travail collectif et que nous travaillons avec l'ensemble de ces acteurs. Donc, on va tout de suite passer la parole aux différents signataires. Je voulais en profiter pour vous montrer le petit trophée que vous auriez dû recevoir chacun des signataires, mais on essaiera de vous l'envoyer par la poste ou autre. Mais sans plus tarder, je vais passer la parole à Catherine Desportes qui va vous présenter la façon dont on va faire le jeu de questions-réponses avec l'ensemble des signataires. Et puis, on vous laissera la parole chacun 2 minutes. Merci Céline. Donc, outre la région Île-de-France qui est signataire du pacte sur les lycées, vous êtes aujourd'hui 27 signataires à être présents et à vous engager à travers ce pacte. Et on a conçu la suite de cette visioconférence sous la forme d'une discussion avec un jeu de questions-réponses rapide qui permettra à chacun en moins de 2 minutes, puisque voilà, vous êtes 27, on aimerait que ça tienne vraiment dans 1 heure, voire un petit peu moins. Et on va commencer par 2 structures essentielles pour l'aménagement en Île-de-France qui sont signataires, la Société du Grand Paris et l'établissement public foncier d'Île-de-France. Donc tout d'abord, la Société du Grand Paris, dont les projets sortiront de terre à partir de 2024, prévoit un engagement fort sur la construction bois. Monsieur Dallard, pouvez-vous nous dire sur quelle typologie de bâtiment vous allez la privilégier? Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez, que le son est à peu près correct. Alors déjà, je tiens à rassurer tous ceux qui sont des passionnés de ferroviaire. Il ne s'agit pas de faire des rails en bois ni des voitures du métro en bois, mais uniquement sur les bâtiments que nous allons réaliser en tant que propriétaires fonciers et des espaces immédiatement attenants aux gares. Néanmoins, je tiens à rappeler quand même 2 choses. La première, c'est que le Grand Paris Express est un levier majeur de la lutte contre le réchauffement climatique, non seulement à travers, je dirais, le report modal qui va permettre à tous les usagers qui aujourd'hui sont piégés ou prisonniers de la voiture, mais c'est surtout et à travers, je dirais, les conséquences structurantes sur l'urbanisme du Grand Paris que va se traduire, je dirais, son impact carbone. Il y a un chiffre d'ailleurs que je trouve très intéressant, c'est quand on regarde sur les 20 ans qui vont suivre la mise en service du métro, on a à peu près 14 millions d'équivalents CO2 qui sont économisés par la fonction transport, et puis on a autant par les effets urbains que va générer le projet. Juste quelques ordres de grandeur, on l'a déjà dit et écrit à nombreuses reprises. Si on regarde les espaces qui sont accessibles en 10 minutes à pied autour de chacune des gares du Grand Paris Express, on arrive à peu près à 1,5 fois la surface de Paris. Et les promoteurs, les spécialistes de l'aménagement ont évalué à 30 à 40 millions de mètres carrés la construction de logements qui pourra se faire dans ces espaces-là. Alors, la Société du Grand Paris, elle est modeste au regard de cet enjeu de construction proprement dit, puisque ce que nous avons sur les terrains dont nous sommes propriétaires ou les droits à construire que nous avons, ça représentera de l'ordre de 1 million de mètres carrés. Enfin, 1 million de mètres carrés, c'est quand même 10 fois le village olympique. Et notre ambition est extrêmement forte, puisque sur ce foncier que nous possédons, notre objectif, c'est de pouvoir réaliser 50% au minimum des constructions en bois et 70% de manière globale en matériaux biosourcés. Alors, ce programme est ambitieux, et ce programme ambitieux a aussi une autre qualité, c'est sa temporalité. Il va se développer sur une dizaine d'années,
ce qui va permettre de donner des perspectives à la filière bois française et ainsi de participer et de l'aider à se structurer. Alors, nous avons d'ores et déjà des projets très concrets. Nous avons prévu le développement de projets de matériaux biosourcés en bois sur les sites de Villejuif, Louis-Aragon, sur Pont-de-Rungis et au Perreux-sur-Marne, avec des surfaces planchées qui représentent plus de 80 000 m2 qui seront à livrer entre 2027 et 2032. Donc, je crois que ce qui est important, c'est qu'au-delà du projet d'infrastructure de transport, le Grand Paris Express, c'est un projet urbain. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, la SGP est en train de rédiger une charte qui va guider notre action en matière de projets immobiliers, qui va l'accompagner et qui viendront, bien entendu, reprendra ses objectifs en matière de performance et donc ses objectifs de 70% de projets en biosourcé. Donc, mon ambition, très clairement, elle est d'inscrire la Société du Grand Paris comme un acteur à nouveau de la transition écologique, à travers, bien évidemment, la réalisation du métro, mais à travers également la réalisation de ces projets immobiliers qui se veulent innovants et qui répondent bien évidemment aux enjeux du XXIe siècle. Et je crois qu'on a souvent dit que le métro, c'était l'acte 1 d'un projet très ambitieux qu'est le Grand Paris. Je pense qu'à travers la signature de ce pacte, nous tous, Société du Grand Paris, Région, tous les partenaires qui sont ici réunis, co-signataires de ce pacte, nous entrons dans le deuxième acte du Grand Paris Express, qui est la réalisation de cette ville durable, de cette ville où il fera bon vivre, de cette ville qui sera, je dirais, adaptée et armée pour faire face à tous les aléas, notamment météorologiques, que nous avons déjà commencé à découvrir depuis quelques années. Merci, Monsieur Dallard, pour cette promesse de Grand Paris en bois. Nous allons maintenant nous adresser à l'établissement public foncier d'Île-de-France qui va développer la construction bois par le biais de conventions avec les maîtrises d'ouvrage, notamment dans le diffus. Monsieur Bouvelot, pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, un établissement public foncier n'est pas un constructeur, n'est pas un maître d'ouvrage. Nous cédons des charges foncières à des constructeurs et à des maîtres d'ouvrage et à des aménageurs. Nous en cédons pas mal. D'ailleurs, actuellement, ça représente plusieurs milliers de logements et c'est encore appelé à croître. 8 000 logements l'an dernier et ça va croître. Mais donc, sans être constructeur, nous pourrons être prescripteurs sans toutefois, évidemment, créer des normes supplémentaires à celles qui existent déjà. Alors, on a quelques engagements d'ailleurs en matière de transition écologique qu'on travaille dans le cadre de notre plan stratégique 2021-2025 en cours d'élaboration. On a évidemment le ZAN, le zéro artificialisation nette. On a les îlots de fraîcheur qu'on appelle nous charges foncières vertes. Et puis effectivement, on a la décarbonation de la construction et de l'immobilier avec des objectifs E+, C-. Donc on se fixe à horizon 2025 sur 80% des opérations réalisées sur nos sites qui correspondent en gros au label argent. Alors, pourquoi est-ce qu'on adhère à FIBOIS? C'est pas tellement pour avoir une médaille d'argent, c'est pour obtenir un appui, une expertise méthodologique, parce que notre manière de faire, ça sera de convaincre les collectivités avec qui nous travaillons d'adhérer projet par projet à cette démarche, par l'expertise, par des références, par des démonstrateurs. Voilà, et pour nous, c'est assez important d'avoir cet appui. Je précise une chose, quand nous cédons nos fonciers, y compris quand il y a une consultation, nous le faisons sans faire d'enchères sur les prix. Donc la consultation, et on en fait de plus en plus, elle porte sur des critères de qualité. Donc enchères sur la qualité en quelque sorte. Et effectivement, on compte bien dans les années qui viennent intégrer ce critère, outre la qualité architecturale, sociale, etc., ce critère dans nos consultations. Donc c'est important que nous soyons pertinents, qu'on vérifie que ce soit faisable quand même, qu'on ne demande pas n'importe quoi, pour pouvoir travailler tous ensemble. Voilà pourquoi c'est sans hésiter. Je rappelle que nous sommes un établissement public d'État présidé par la région, donc c'est sans hésiter avec l'accord évidemment de nos deux mandants que l'EPF Île-de-France a adhéré à la charte FIBOIS. Parfait. Merci beaucoup, monsieur. Céline, je te laisse la parole pour les établissements publics d'aménagement. Oui, alors on va poursuivre avec les aménageurs qui s'engagent. Donc tout d'abord, les établissements publics d'État qui sont nombre de 6 à s'engager. Vous les voyez à l'écran. Je vais tout d'abord m'adresser à EPA Marne,
Laurent Girometti, vous êtes un aménageur précurseur dans la construction bois et biosourcé. On le sait depuis quelques années. En quoi le pacte bois biosourcé, pour vous, constitue un nouveau défi pour l'aménageur que vous êtes? Oui, bonsoir à tous. Eh bien, pour nous, il matérialise une étape supplémentaire. Alors, comme vous le rappeliez, Céline, on a été un peu précurseur sur ce sujet puisque ça fait 5 ans maintenant que Epamarne s'est résolument engagé dans la construction bois. Là aussi, en tant que prescripteur dans ces opérations d'aménagement. Ce qui fait qu'à Chanteloup-en-Brie, à Bussy-Saint-Georges, à Torcy, on a développé de la construction bois, dans une optique de lutte contre le dérèglement climatique, en tout cas de réduction des émissions de carbone, et puis aussi pour miser sur un matériau renouvelable. Ça s'est fait aussi avec des partenariats, donc j'en profite pour remercier les partenaires avec lesquels on a travaillé pendant toutes ces années, le FCBA notamment, l'Institut FCBA, et puis ensuite Fibois, Adivbois, le plan bois national, et puis le booster bois biosourcé Île-de-France, dont on est un des partenaires fondateurs. Et donc on a mis en place cet objectif. Quand on a commencé en 2015, c'était avec l'objectif que 30% des logements produits dans le cadre des opérations d'aménagement d'Epamarne, EPA-France comportent du bois en structure. Puis cet objectif, il a été révisé à 50% en 2018. Sur le résidentiel, je précise uniquement au départ, mais sur un volume de 2000 logements par an environ, ça fait pas mal, puisqu'on a dépassé maintenant les 5000 logements engagés avec du bois en structure depuis qu'on a pris ces engagements, donc avec un gain carbone quand même non négligeable. Un investissement assez fort aussi sur les biosourcés. Et ce nouveau pacte biosourcé, bois biosourcé, auquel on adhère vraiment avec plaisir et enthousiasme, on va viser l'engagement niveau or, qui était celui qui nous permettait de franchir une étape en plus. C'est-à-dire que non seulement on va continuer sur le résidentiel, conforter cette position d'aménageur un peu leader en pointe avec un fort retour d'expérience sur ce sujet, mais en l'intégrant aussi et de plus en plus dans des programmes d'activité ou les programmes tertiaires que nous développons, ce qui nous permettra, on le pense, de pouvoir tenir cet engagement du niveau or. Donc pour nous, c'est l'étape suivante du défi dans lequel on est engagé maintenant depuis plusieurs années. Merci beaucoup. C'est très clair et très clair pour tout le monde. Merci pour ces éléments. On va enchaîner directement avec la Solideo qui s'engage dans le cadre du village olympique et paralympique à construire avec un minimum de 40% en bois, dont 30% de bois français, comme dans le pacte bois biosourcé. Du coup, j'ai une question, Antoine Dussouy. Comment allez-vous atteindre ces objectifs dans les délais aussi courts que ceux qui sont ceux du village olympique? Merci Céline, bonjour à tous. Oui, en effet, la Solideo, c'est bien l'organisme qui est en charge de la livraison en temps et en heure. Et donc, pour nous, dans 37 mois et 26 jours, de l'ensemble des ouvrages pérennes qui sont nécessaires pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Pérennes parce qu'ils resteront après les Jeux, parce qu'ils répondent à des besoins des habitants et des entreprises franciliennes. Depuis les origines de la Solideo, l'ensemble des grands partenaires ont souhaité concilier cet objectif et un objectif majeur qui est de faire de la construction des ouvrages olympiques et notamment du village des athlètes, qui est vraiment l'emblème, l'occasion de préfigurer et de réaliser dès 2024 ce qu'on a appelé nous la ville de 2030, c'est-à-dire la ville qui réalise l'objectif que s'est fixé la stratégie nationale bas carbone pour 2030, de diviser par 2 les émissions carbone de la ville, et en même temps en réconciliant la ville et la biodiversité, et en même temps en construisant une ville adaptée au changement climatique et donc au climat de 2050. Et naturellement, le bois est un élément incontournable de cette ambition. Il faut construire plus en bois, plus massivement et notamment et plus facilement. Et donc, on a travaillé vraiment depuis le début du projet avec la filière bois, donc dans l'ordre historique, avec donc le comité stratégique de filière, avec France Bois 2024, avec Adivbois, avec beaucoup de partenaires techniques, avec Fibois dès sa création et bien sûr avec l'ensemble des constructeurs sélectionnés pour la construction des ouvrages. On a lancé beaucoup de chantiers simultanés pour faciliter le bois dans la construction, pour regarder comment
on pouvait amener de la réversibilité dans le contexte un peu particulier des ouvrages olympiques qui, pour certains, vont servir de chambre pour les athlètes et ensuite de bureau. On a regardé comment on pouvait généraliser les façades à ossature bois aussi avec différentes techniques des tics, de bardage céramique, de tuiles, etc. Et donc, c'est tout des filières, des industries, la filière bois, des industriels, l'ensemble des constructeurs qui sont mobilisés sur le village qui participent ensemble à un projet de faire très vite et très bien et de faire en sorte que les Jeux olympiques et paralympiques, avec leur délai court, soient véritablement un accélérateur de la massification de la construction bois. Merci Antoine. On est ravis que la Solideo, en tant que vitrine, rejoigne le pacte et soit à nos côtés, évidemment. On va changer de type de territoire et je vais me retourner vers l'EPA Sénart, qui prévoit un certain nombre d'opérations de renouvellement urbain dans des écoquartiers. Agnès Ramillon, j'aurais voulu savoir quelle place du coup aura la construction bois dans cette politique et en quoi la signature du pacte constitue pour vous un nouveau challenge. Bonsoir à tous, merci. Alors peut-être juste repréciser que le PA Sénart avait été signataire du premier pacte, de la première génération du pacte en 2015. Et puis, les opérations se sont développées, mais sans réel accent particulier sur finalement un engagement. Alors, j'ai entendu tout à l'heure besoin de franchir des étapes. Nous, on veut franchir une nouvelle étape et entrer sur le podium, entre guillemets. Ce sera via le bronze. Mais ce que l'on a trouvé qui peut nous aider pour nos opérations, c'est de rejoindre une dynamique collective, une communauté, un besoin d'appui et de soutien, d'expertise, puisqu'on sait que sur notre territoire, on a aussi un sujet autour des équilibres économiques. Donc, lorsque l'on a des exigences nouvelles, particulières, il faut absolument qu'on tienne compte aussi de ces équilibres économiques à maintenir et à rechercher. On est engagé aussi dans un développement qui se veut harmonieux du territoire et la résilience d'un territoire repose aussi sur les exigences environnementales. Alors, on n'est pas non plus, nous, on n'est pas maître d'ouvrage, mais on sera prescripteur et on veut être prescripteur sur des matériaux biosourcés. Alors, au-delà du bois, on va dire, on veut ouvrir le spectre assez largement. Ça fait l'objet de discussions qu'on a eues vraiment extrêmement intéressantes quand on a préparé ce pacte. Et pour nous, c'était évident qu'on souhaitait s'y engager, que nous allons, dans nos consultations, évidemment, demander des engagements sur cette question de matériaux biosourcés et de bois. On le faisait déjà, mais de façon moins systématique, on va dire, et de façon peut-être un peu plus dispersée. Et aujourd'hui, on veut compter sur l'ensemble de cette communauté, et merci encore de cette mise en place, pour benchmarker, pour avancer et prendre en compte. Forcément, on le fera et c'est indispensable parce qu'on est dans des écoquartiers, par exemple, mais pas seulement. Sur le volet logement, bien sûr, et on regarde aussi la question de l'activité économique puisque nous avons un grand nombre d'opérations sur le territoire de Sénart qui concernent les entreprises, la construction immobilière pour les entreprises, et c'est un sujet que l'on veut creuser avec vous. Merci Agnès, merci beaucoup. On va passer à l'EPA Paris-Saclay qui prévoit d'intégrer de la construction bois dans son territoire avec même une forte proportion de bois français puisque c'est un engagement qu'ils ont pris. Du coup, Monsieur Vandemal, Monsieur le directeur, comment cette ambition bois s'inscrit comme une nouvelle étape pour vous dans votre stratégie environnementale à Saclay? Oui, bonjour, Philippe Vandemal, directeur général de l'EPA Paris-Saclay. Alors, Paris-Saclay, c'est une démarche qui existe depuis 10 ans. C'est un grand projet que l'État a porté. Depuis le début, très tôt, il y a eu une vraie volonté d'avoir une réflexion sur le développement durable. D'ailleurs, je remercie Antoine Dussuich, qui était à l'époque à l'EPA et qui avait porté cette dynamique.
sur le territoire les 3 agglomérations. Paris-Saclay, c'est vraiment 3 agglomérations, Versailles, Grand Parc et Saint-Quentin-en-Yvelines dans le département des Yvelines, et la communauté d'agglomération de Paris-Saclay dans le département de l'Essonne. C'est vraiment un travail partenarial parce qu'effectivement, il faut faire ça avec les élus locaux. On avait beaucoup ciblé tout ce qui était énergie renouvelable, mobilité propre, nature en ville. Cette dynamique-là est très forte, a fait l'objet d'ailleurs de projets très innovants également, puisque c'est un territoire quand même tourné sur l'innovation. On a la chance d'accueillir cette grande institution qu'est l'Université de Paris-Saclay maintenant et l'Institut Polytechnique de Paris. Et depuis 2 ans, on s'est lancé justement systématiquement dans les productions de logements ou de logements étudiants dans des structures bois. Et je crois que c'est vraiment un enjeu fort, on l'a dit, c'est aussi bien, tout en gardant bien sûr la performance énergétique du fonctionnement, mais de réduire l'impact carbone, de faire du stockage du carbone d'ailleurs, puisque c'est aussi un des enjeux du bois. Et systématiquement, maintenant, on a ça, et c'est vrai que les maîtres d'ouvrage, les promoteurs, les bailleurs sociaux s'y sont mis assez rapidement, et je crois que c'est vraiment cette volonté-là que vous poursuivez. Et c'était naturellement demandé, et d'ailleurs toutes les équipes, à tous les niveaux, ont souhaité poursuivre cette dynamique-là avec les collectivités locales. Alors on est du coup très volontaire dans cette dynamique, et la signature de ce pacte pour nous est une étape pour renforcer ce travail. Ce travail est compliqué parce que c'est toujours très simple, notamment pour intégrer ça dans une démarche économique. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Et je crois que signer ce pacte, c'est aussi à partir de cette communauté, justement, pour pouvoir échanger, partager les retours d'expérience positifs, pour pouvoir avoir un appui et participer à cette évolution. Alors effectivement, on a souhaité aussi renforcer la partie bois français, parce que c'est aussi participer à la structuration de cette filière bois qui est indispensable pour que ça puisse se généraliser et que la construction sous son bois puisse être vraiment une option majeure des constructions du futur. Voilà pourquoi on est venu, et on est ravis d'être là. Et je crois que c'est cette dynamique collective qui participera à l'émergence d'un développement en structure bois très très large. Merci, Monsieur Vandemal. Je vais passer la parole à l'EPA Paris, à Grand Paris Aménagement, pardon, excusez-moi, Grand Paris Aménagement, qui aménage un territoire très vaste avec des projets d'échelles diverses. Du coup, Madame Amraoui, comment le pacte peut vous aider en fait dans cette réalité et dans ces divers territoires que vous êtes amenés à aménager? Merci beaucoup. Eh bien, c'est assez simple. Nous, en tant qu'aménageurs, on est persuadés qu'on peut contribuer positivement à préserver notre environnement. C'est vrai que dès aujourd'hui, Grand Paris Aménagement mène une action dans le domaine du biosourcé et du géosourcé, puisqu'on produit déjà des logements qui sont biosourcés ou qui sont géosourcés. Je citerai par exemple nos opérations à Louvres, à Villepinte, à Aubervilliers ou encore à Neuilly-sur-Marne. Je vois un de nos camarades avec qui nous travaillons sur le sujet qui interviendront certainement après pour en parler. Donc cette action, nous la menons déjà. Nous soutenons également des initiatives innovantes. Je pense par exemple à l'incubation du projet Cycle-Terre qui doit permettre la création d'opérations, le développement d'opérations en terre crue, ou encore ce que nous faisons à Trilport avec la collectivité et le projet d'utiliser le chanvre et de soutenir donc indirectement la filière seine-et-marnaise. Donc finalement, une action qui existe déjà. Mais si nous voulons aller plus loin, si nous voulons massifier notre intervention, nous avons besoin collectivement de soutenir cette filière et d'augmenter la production. Et ça, c'est quand même une clé de la massification. Ça a été déjà dit par certains de mes collègues tout à l'heure. Donc, c'est ça que nous attendons aujourd'hui de ce pacte, et puis de nous pousser à aller plus loin, parce que c'est vrai que l'aménagement, c'est une somme de complexité, et que parfois, on a besoin de se rappeler collectivement quelles sont les priorités. Et là, clairement, c'est un axe prioritaire pour Grand Paris Aménagement de se tourner vers le développement d'opérations en biosourcé et en géosourcé, et s'engager à vos côtés aujourd'hui, ça nous engage, et donc ça nous pousse à aller plus loin. Voilà. Merci Soraya pour cet engagement et cet enthousiasme. On sera évidemment à vos côtés, c'est le principe du pacte. Pour terminer sur les aménageurs et les établissements publics, je laisse la parole à Monsieur Thierry Febves pour l'EPA Orsa, puisque là, l'EPA Orsa conduit une dizaine d'opérations en collaboration avec 11 communes. Et du coup, on voulait savoir quelle sera la place constituera la construction bois à l'intérieur de ces opérations. Bonsoir, oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que nous sommes très heureux d'être partie prenante de ce pacte.
c'est une conviction qu'on partage, je pense, entre tous les aménageurs, c'est que la généralisation de l'emploi des matériaux biosourcés, et notamment le bois, sera un incontournable dans la production de la ville demain. Et que ce qu'on fait aujourd'hui, ça paraîtra sûrement être une évidence dans quelques années. Mais pour que ce soit une réussite, il faut que ce soit une démarche collective, et c'est ce que permet ce pacte. C'est tout un système de production de la ville qui doit basculer ensemble dans cette nouvelle façon et de travailler. Je viens d'écouter l'ASGP, l'EPFIF, Grand Paris Aménagement et plus tard les bailleurs et les promoteurs qui travaillent avec nous. Je crois que ça concrétise vraiment un changement de façon de travailler collectivement sur ce sujet, et je m'en félicite. Alors pourquoi particulièrement le PA-Orsa et comment? Donc nous sommes, nous, sur une opération d'intérêt national, 20 000 logements produits, une opération qui a commencé en 2007, qui est en cours de réalisation. Notre spécificité, c'est que nous sommes chargés de transformer un territoire du Val-de-Marne qui est fortement marqué par des grands services urbains qui se sont implantés sous forme de plaques monofonctionnelles que chacun connaît, l'aéroport d'Orly, le marché d'intérêt national, des zones industrielles avec des dépôts pétroliers, centrales à charbon, et donc de transformer ce territoire urbain très dense, très utile à l'agglomération, mais en même temps peu propice à des fonctions résidentielles, donc le transformer pour en faire une ville mixte, une ville résiliente, une ville qui limite la pression sur les ressources naturelles et qui réduit son empreinte carbone. Donc on a fort engagement dans la construction même de notre projet stratégique sur le développement durable. On imperméabilise beaucoup, on désimperméabilise beaucoup les sols dans notre opération. On va même jusqu'à renaturer un certain nombre de territoires qui avaient été donnés à une urbanisation qui était inadéquate. Et donc, c'est tout à fait logiquement qu'on est partie prenante de cette démarche. Donc, on est signataire du pacte qui s'inscrit totalement dans notre stratégie environnementale à l'échelle de l'opération d'intérêt national. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je passe la parole à Catherine Desportes pour présenter les SEM parisiennes. Donc, on va effectivement maintenant s'adresser aux 3 SEM parisiennes qui sont signataires de notre pacte, Paris et Métropole Aménagement, la CEMAPA et SEM Paris Seine. Donc, pour commencer, chez Paris et Métropole Aménagement, vous êtes particulièrement attentifs dans votre politique au cycle de vie des quartiers et au recours massif au réemploi des matériaux. On voulait savoir comment est-ce que le bois va vous aider dans cette tradition. Donc, pour Paris Métropole Aménagement, nous allons franchir une étape, et mot que je retrouve souvent chez les interlocuteurs qui se sont exprimés. Nous sommes connus pour l'opération Clichy-Batignolles qui était écoquartier. Et aujourd'hui, nous voulons franchir une étape en prenant en considération tout le cycle de vie d'un quartier. Sur le bâtiment et sur la vie totale du cycle de vie du bâtiment et du quartier. Et donc, franchir une étape pour nous, c'est évidemment pour contribuer à cet objectif, utiliser le réemploi, utiliser le bois et utiliser tous les matériaux biosourcés. Et nous allons le faire sur quelles opérations? On va le faire sur Saint-Vincent-de-Paul et Chapelle-Charbon. Et donc, nous nous engageons maintenant sur le niveau argent, donc pour avoir un objectif comme ça de mètres carrés. Et au-delà de cet engagement, évidemment, pour nous, en tant qu'aménageurs, on est 2 à signer. Et donc, nous avons bien conscience de l'engagement que nous prenons vis-à-vis de la filière bois, c'est-à-dire vis-à-vis de tous les professionnels, et pour résumer, qui travaillent, je dirais, pour la forêt française. Donc, il y a 2 piliers. Il y a nous qui allons être prescripteurs en tant qu'aménageurs, et puis il y a nous qui nous engageons très fortement vis-à-vis de tout le monde du bois et de tous les acteurs du bureau d'études jusqu'à celui qui produit le bois. Voilà le sens de notre engagement. Argent aujourd'hui, et nous l'espérons peut-être bientôt or. Merci beaucoup, monsieur Danon. À la CEMAPA, vous avez engagé un programme de réduction de l'empreinte environnementale de vos bâtiments, notamment pour les immeubles de grande hauteur de Paris Rive-Gauche. Comment le pacte s'insère dans cette stratégie? Madame Moret. Oui, bonsoir. Effectivement, depuis quelques années maintenant, nous privilégions la construction en structure bois.
Alors, d'une part, pour répondre à l'urgence climatique, bien sûr, mais et tendre vers la neutralité carbone, mais également pour des questions de bien-être et de santé. Nous avons par exemple livré une école en structure bois, en paille, briques et verre recyclé, qui a d'ailleurs obtenu là en 2020 le prix national de la construction bois dans sa catégorie. Et donc c'est assez naturellement que nous avons souhaité signer ce pacte afin de soutenir la filière, d'échanger les expériences et, comme vous l'indiquiez, trouver un appui technique, puisque effectivement nous développons depuis quelques années des projets ambitieux et notamment nous avons sur Paris rive gauche 5 bâtiments en structure bois de 50 mètres de haut et nous rencontrons quelques sujets techniques en raison de prescriptions des pompiers et nous espérons que tous ensemble nous réussirons à faire évoluer la réglementation incendie. Merci pour cette réponse. Nous allons maintenant nous adresser à la SEM Paris Seine, un promoteur public qui est promoteur public et assemblier et qui s'engage dans le pacte sur les constructions en maîtrise d'ouvrage directe. Nous voulions en fait savoir quelles ambitions particulières vous aviez avec la construction bois. Monsieur Bonnet-Ouladj, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez? Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, moi, je vous parle à double titre en tant que président de la SEM Paris Seine, mais aussi en tant qu'élu parisien, puisque je suis conseiller de Paris, conseiller métropolitain, et président du groupe communiste au Conseil de Paris. Je voudrais vous dire d'abord qu'on est dans un contexte très particulier, qui est un contexte de crise économique aggravée par la crise sanitaire, et dans lequel beaucoup de filières sont aujourd'hui en souffrance, et notamment en termes d'emploi, et la relance économique doit être là, et c'est ce que nous essayons de porter avec différents aménageurs. Et cela nous permet aussi de conjuguer ces problèmes de crise économique et de l'emploi avec les questions environnementales. Et donc, notre volonté à la SEM Paris Seine, c'est évidemment à travers la signature du pacte biosourcé et du soutien à la filière Fibbois Île-de-France, c'est bien sûr de réorienter vers de l'emploi qui est local, qui n'est pas délocalisable et qui permet de faire face à ces problèmes environnementaux et notamment les différents impacts qu'on a connus sur Paris avec le réchauffement climatique et ces pics de chaleur que l'on connaît et qui sont en grande partie dus à nos bâtiments qui sont construits pour la grande partie en béton et sur lesquels il faut une transition écologique rapide. Et évidemment, je partage tout ce qui a été dit par les différents participants, mais c'est un enjeu sur lequel nous avons besoin de nous engager et sur lequel les citoyens sont très exigeants aujourd'hui. Et quand nous faisons beaucoup de réunions de concertation publique, évidemment, cette question de l'insertion dans le paysage urbain du bois est une question qui est clé. Aujourd'hui, beaucoup de Parisiens ne veulent plus de béton et préfèrent du bois, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille. Voilà, je vous remercie en tout cas, et bien sûr, nous soutenons fortement la filière Fibbois Île-de-France. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Céline. Donc, je vous propose de continuer le tour des signataires avec les promoteurs qui s'engagent. Donc là, on passe côté maîtrise d'ouvrage avec donc un certain nombre de promoteurs. Des promoteurs, tout d'abord, qui ont déjà un fort ADN bois. Donc, on va commencer par Oudéum, qui, on ne le présente plus, construit déjà depuis 2015 et s'est lancé dans la construction massive en bois, d'immeubles CLT notamment. La question que je voudrais poser à Julien Pemzec, c'est quel nouveau défi souhaitez-vous relever dans le cadre du pacte, de la signature de ce pacte aujourd'hui? Merci Céline. En fait, chez Oudéum, ça fait 6 ans qu'on est engagé sur la construction bois et bas carbone. On ne fait que ça à 100%, ce qui fait qu'on a déjà livré et mis en travaux un peu plus de 1000 logements. On va en remettre 700 en travaux cette année. On en a plus de 3000 en développement. Et puis, on a un peu plus de 140 000 m² de bureaux en développement. Donc nous, on est très fiers de soutenir cette démarche-là, d'abord auprès de tous ces acteurs engagés. C'est super d'être aussi nombreux parce que c'est vrai qu'il y a 6 ans, on était un peu plus isolés. Donc voilà, on commence à créer une communauté
vraiment sérieuse, qui constitue à mon sens une vraie French Tech du bois qui est en pleine effervescence et qui constitue une vraie opportunité à l'échelle de l'Île-de-France, mais aussi de la France. Je voulais rappeler, on est sur un mode constructif qui est hyper vertueux, qui est propre, qui est rapide, qui est silencieux, qui est modulable, qui est basé sur une ressource naturelle, qui est écologique, puisqu'il est stockeur de carbone plutôt que de l'émettre. On voit en plus que les bâtiments qu'on peut faire sont magnifiques. Donc, on a réussi à repousser en plus un verrou qu'on avait sur la construction bois qui était lié à l'esthétique, où aujourd'hui, on arrive par la technique à faire des bâtiments remarquables. Et puis, on a redémontré en plus scientifiquement les bénéfices pour la santé et le bien-être des gens, puisque quand on est au contact du bois, on a une fréquence cardiaque qui baisse, on a la pression artérielle aussi qui baisse, on dort mieux, on a même des émotions positives plus nombreuses. Donc, non seulement c'est bon pour la planète, mais en plus, c'est bon pour soi. Donc, en fait, objectivement, je ne vois pas de raison sérieuse de faire autrement. Voilà mon message. Et donc, les défis, c'est continuer à faire plus. On est plus nombreux, donc on va pouvoir aider à structurer encore plus cette filière qui attend que ça et qui, me semble-t-il, est prête. Merci beaucoup, Julien. Je vais passer la parole à REI Habitat, autre précurseur bois en tant que promoteur sur la construction, qui a pris de nombreux engagements complémentaires en dehors de la construction bois, sur la signature du pacte biosourcé autour du bois feuillu, du bois français. Quels résultats espérez-vous de ces engagements? Je passe la parole à Reana Taherali. Merci Céline, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je tiens à rappeler que pour REI Habitat, qui est pionnier de la construction bois depuis 20 ans, plus de 10 ans en France, c'est un engagement naturel que de signer ce pacte bois biosourcé, parce que depuis nos origines, nous avons décidé de construire en bois pour construire écologique. Il n'y a pas un seul immeuble de logement que nous ayons livré qui ne soit pas en structure bois aujourd'hui. Donc, nous nous réjouissons de signer ce pacte très engageant, à un niveau or, évidemment. De plus, on se réjouit particulièrement de signer un pacte qui mette en avant la traçabilité du bois et notamment son origine locale, qui est un autre engagement fondateur de REI Habitat. Dans le pacte, on demande au minimum 30% de bois français. Nous nous engageons sur 80% de bois français et même plus encore dans la réalité. Pour preuve, on a annoncé hier devenir le premier constructeur certifié PEFC et labellisé Bois de France. Qu'est-ce que ça signifie? Pour faire simple, une comparaison rapide avec la filière agricole. Pour nos aliments, on a tous une exigence aujourd'hui de bio. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, je disais que pour aujourd'hui, pour nos aliments, on a tous une exigence de bio et de local. Eh bien, pour nos immeubles et notre bois, on doit arriver à la même chose, on doit avoir le même niveau d'exigence. Et donc, aujourd'hui, PEFC, pour nous, c'est le bio, c'est la garantie de gestion durable de nos forêts. Et le local, c'est la marque Bois de France. Et on a comme ça une vraie logique de la forêt à la ville. Et on peut garantir l'origine de chaque poutre, chaque poteau, chaque plancher de nos immeubles. Et comme tu le disais, Céline, on s'est aussi concentré sur les engagements complémentaires de ce pacte parce que c'est l'occasion pour nous d'aller encore plus loin dans l'innovation au sein de la filière. Nous sommes déjà engagés dans le réemploi des matériaux via notre filiale d'économie circulaire RIMEC. Nous sommes déjà engagés aussi dans la contribution au renouvellement des forêts avec notre partenariat avec Neosilva pour atteindre une neutralité carbone. Et on compte encore aller plus loin, notamment via l'utilisation du feuillu dans la construction, qui est une essence très présente, on le sait, sur notre territoire national et aussi francilien, et qu'on doit aider à développer. Et donc, on espère que grâce à ce pacte bois biosourcé, on pourra faire émerger le premier immeuble en bois francilien dans les prochaines années. Merci beaucoup, Reana. Nous allons passer à d'autres promoteurs comme Avantim, donc Axel Mott. Vous êtes un promoteur déjà engagé dans la construction bois. Vous êtes convaincu que le bois aidera le secteur de l'immobilier à relever le défi de l'accord de Paris. Pouvez-vous nous dire comment le bois vous aidera dans le pacte que vous allez signer vous aidera dans ce développement? Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme mes confrères et comme beaucoup de personnes ici, nous sommes engagés dans la construction décarbonée depuis quelques années. On est convaincus que le bois sera la matière première évidente pour que le secteur de la construction immobilière fasse sa révolution et donc tienne les accords de Paris.
Après le désastre de l'agriculture intensive, nous souhaitons accompagner la filière bois pour que cette matière première naturelle soit produite et récoltée de manière durable, afin d'en faire le matériau responsable légitime pour aujourd'hui et pour les prochaines décennies. Donc c'est tout naturellement que nous sommes à vos côtés et ravis de signer ce pacte, parce que pour nous, c'est la suite logique qui permet collectivement de structurer la filière et de répondre à l'enjeu planétaire. Merci beaucoup. Quelle efficacité et quel dynamisme. On est ravis de vous accueillir parmi nous. Je vais passer la parole à Continental Foncier. Monsieur Demeure, vous êtes le gérant de cette société et vous réalisez des constructions bois depuis plusieurs années en région francilienne. Tout simplement, pourquoi avez-vous souhaité signer le pacte aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. Continental Foncier, c'est une société qu'on a créée en 2008. On a livré 250 logements en bois. On connaît actuellement un fort développement puisqu'on est maintenant sur un trend à 150 logements par an à peu près dans les années à venir. Le succès de Continental Foncier s'est construit autour de 4 étapes. La première, c'est en 2008, une prise de conscience on fait le constat que le monde du bâtiment évolue peu. Il reste un peu à la traîne et surtout que l'environnement allait devenir un enjeu majeur de la construction. On a donc réfléchi à un nouveau mode constructif et le bois s'est imposé comme une évidence. Mais nous étions convaincus qu'il fallait le faire évoluer quand même, ce qui nous a amené à la deuxième étape qui était de rechercher un mode constructif performant. Nous avons à ce moment-là associé le bois à l'industrialisation dans un objectif de standardisation, de performance, de confort et surtout de le rendre accessible à tous par la baisse des coûts. Il fallait à l'époque sortir du caractère élitiste de la construction bois et nous sommes donc passés d'un métier de constructeur à un métier d'ensemblier. Et c'est cette stratégie qui s'est avérée payante. La troisième étape, ça a été les circuits courts, puisqu'on était convaincus que le succès passait également par l'intégration avec des entreprises qui partageaient nos valeurs, de manière à nous épauler mutuellement. Nous avons donc construit des partenariats forts avec l'industriel Cibois et également avec les entreprises de second œuvre pour les former à la construction. La quatrième étape, ça a été l'adaptation au territoire avec l'urbanisme transitoire. C'est à partir depuis 2014 que nous accompagnons les élus et les habitants à travailler ensemble, à faire l'apprentissage de l'éco-citoyenneté. En clair, il s'agit de passer d'un projet accepté à un projet désiré. C'est une tendance qui s'affirme de plus en plus dans les opérations de promotion et que maintenant nous maîtrisons pleinement. Alors, pourquoi le pacte? Ça fait déjà presque une quinzaine d'années qu'on opère dans la construction bois. Donc, pour nous, l'objectif, c'est de sortir de la discrétion. Nous voulons que Continental Foncier devienne plus visible et que nos savoir-faire soient reconnus. Nous souhaitons aussi promouvoir notre approche de la ville durable, qui n'est, en ce qui nous concerne, pas une expérimentation ponctuelle, mais une constante de notre action. Pendant plusieurs années, on s'est senti assez seul. Et c'est pourquoi, grâce au pacte, on est heureux de le signer aujourd'hui pour continuer à construire ensemble le futur de manière plus durable. Voilà. Merci, Monsieur Demeure. On a remarqué votre fond d'écran avec une de vos réalisations. On va passer la parole à un autre promoteur bois qui s'appelle Canea et qu'on est ravis d'accueillir également. Donc, Monsieur Richard Abensour, vous êtes attentif à intégrer d'autres matériaux biosourcés, autres que le bois, dans les constructions bois. Quels sont les avantages pour vous de ces solutions mixtes? Oui, écoutez, bonsoir et merci. Je tiens, comme mes confrères, évidemment, à exprimer notre grande satisfaction de participer et de signer ce pacte. Nous, en fait, on est une jeune entreprise, montée maintenant il y a un peu moins de 5 ans. On est ce qu'on appelle des natifs bois, c'est-à-dire comme nos confrères, on s'est lancé exclusivement dans la promotion et dans la construction de projets et de bâtis, donc d'habitats exclusivement faits de bois. Et pour répondre à votre question, évidemment, notre premier objectif, notre mission principale qu'on s'était octroyée, c'était évidemment travailler d'arrache-pied sur le zéro, la capture carbone, sur un habitat biosourcé intégralement. Nous, on est sur la partie or et voir si on a un ratio global, on est plutôt à 70% des matériaux qui sont biosourcés dans nos promotions. Et votre question, pour être plus précis, évidemment, aujourd'hui, on a
un panel, comme par exemple typiquement la fibre de cellulose, le béton de chambre. En chambre, on l'a déjà exposé, et notre collègue des Sénart aussi on avait parlé avec nous. La paille, bien évidemment, il va de soi. Ce sont évidemment des matériaux qui aujourd'hui rentrent dans le cadre de la construction globale parce qu'ils sont 100% écologiques, ils respectent l'environnement. Pour certains d'entre eux, par exemple, typiquement la fibre de cellulose, elle est totalement, non seulement efficace en termes d'isolation, de thermique, mais aussi en fait d'acoustique, mais, et je tiens à relever ça, c'est très important, c'est un peu technique, mais c'est aussi un produit qui nécessite très peu d'énergie pour le fabriquer. Donc là, en fait, on a une boucle extrêmement vertueuse, puisque bien évidemment, nous, on fait que du bois, de Satur bois, intégralement, des constructions intégralement faites en bois, mais en plus, associé à ce type de matériaux, on augmente évidemment cet aspect environnemental et écologique qui font, comme l'a dit notre collègue d'Udéum, la quintessence même de ce qu'on avait envie de faire depuis le début, c'est-à-dire en fait un habitat totalement responsable, périn, en harmonie avec l'environnement qui va l'accueillir, et bien évidemment avec tous les bienfaits. Le point clé que j'aimerais aussi souligner, mais très probablement que l'ensemble des signataires du pacte vont avoir évidemment à faire face, et fort heureusement, au regard de l'auditoire et de, je dirais, la prise de conscience globale va aider la filière, c'est évidemment l'alignement des coûts. Nous travaillons d'arrache-pied pour rendre ce type de projet totalement biosourcé, aligné avec les prix de la construction classique. Alors on y arrive, ça nous a paru très difficile il y a 5 ans. Mon collègue a parlé d'industrialisation, ça fait partie évidemment des choses qui sont nettement aujourd'hui plus travaillées. Et avant, mon collègue qui est juste passé après moi, notre confrère a parlé d'habitat élitiste. C'est effectivement ce qu'on avait, nous, en fait, découvert il y a 5 ans autour de ce marché, je dirais, du bois et du biosourcé. Mais évidemment, la filière se construit, s'organise, s'industrialise, et qui fait qu'aujourd'hui, on va atteindre des niveaux, des ratios de prix dignes de pays scandinaves ou de nos collègues allemands, et qui sont, je dirais, un point clé pour réellement travailler sur la massification de ce type de construction et d'habitat. Voilà toute notre ambition, et c'est pourquoi, évidemment, on a décidé de relever le défi, et on est à peu près, on va dire, voilà, une centaine aujourd'hui de logements en prérogative qu'on se donne, évidemment, annuellement. Merci beaucoup. Je passe la parole à Catherine pour les autres promoteurs qui s'engagent fortement dans cette stratégie bois. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on est particulièrement content d'accueillir ces 6 promoteurs immobiliers qui, à travers le pacte, vont vraiment expérimenter la construction bois. Donc, nous allons commencer par Ricad. Madame Jachimovitz, vous vous engagez à la fois sur le tertiaire et le résidentiel. Comment est-ce que le pacte s'articule avec votre politique d'innovation et de RSE ? Bonjour à tous. Alors, en fait, en tant que leader du Grand Paris et des grandes métropoles régionales, de toute façon, on a la responsabilité de faire de l'immobilier de manière exemplaire pour que nos villes soient plus durables et plus résilientes. À ce titre-là, le groupe ICAD a placé au premier rang de ses engagements en termes de RSE la lutte contre le dérèglement climatique, notamment sur la réduction du poids carbone dans nos opérations. Et cet engagement est fort puisque nous l'avons également inscrit dans notre raison d'être, puisque nous concevons, nous gérons, nous construisons, nous investissons dans des lieux à l'empreinte carbone réduite. Alors notre ambition, elle est assortie aujourd'hui d'objectifs chiffrés. On va monter sur le niveau argent à la foncière tertiaire pour construire 20% de nos surfaces de nos projets en construction bois, et au niveau bronze à la promotion pour construire 10% de nos surfaces, de nos projets en construction bois logement. Et puis on va intégrer 30% de bois français, et il faut noter qu'on intègre déjà 100% de bois géré durablement dans le cadre de nos constructions. Évidemment, ça implique qu'on va devoir mettre en place en interne un certain nombre d'organisations d'innovation. Donc, on a déjà un référent bois dans nos équipes et on va faire monter en compétence nos équipes sur le sujet. Et puis, on compte beaucoup sur cette communauté, cet écosystème autour de ce pacte aujourd'hui pour partager de l'information et monter en compétence tous ensemble pour être meilleurs.
À noter que ICAD a toujours été un pionnier en matière d'immobilier durable. On a déjà depuis longtemps monté des démonstrateurs BBCA et plus et moins, comme par exemple Pulse à Saint-Denis, qui est le futur siège de Paris 2024, ou le Thémis à Paris, pour lequel nous avons été le premier promoteur à obtenir le label plus et moins pour des bâtiments de bureaux. On tient vraiment à participer à l'émergence et à la structuration de la filière bois en Île-de-France, en partenariat avec vous, évidemment. Sur le sujet de la construction biosourcée, cet engagement nous permet de bénéficier d'un écosystème d'acteurs autour de cette interprofession locale. C'est important pour nous. Et sur le sujet de la traçabilité, on espère faire le lien avec le travail en cours sur le village des athlètes. Voilà, il s'agit pour nous d'un signal fort en faveur de la construction bois et on est ravis de signer ce pacte avec vous tous aujourd'hui. Merci beaucoup. Passons maintenant à Bouygues Immobilier avec Monsieur Woods. J'aimerais, donc j'ai compris que vous alliez engager votre production tertiaire à travers le pacte bois biosourcé. J'aimerais comprendre comment vous avez inscrit les exigences de ce pacte dans votre politique d'entreprise. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Donc, Bouygues Immobilier maîtrise l'énergie positive depuis 2011 via sa marque Green Office. Il y a 4 ans, nous avons commencé à travailler sur la maîtrise du volet carbone en construisant notre premier bâtiment énergie positive en bois. À sa livraison, donc Green Office Enjoy sur le ZAC Clichy-Batignolles avec ses 17 000 m² de surface de plancher, 2700 m3 de structure de façade en bois, était le plus grand immeuble tertiaire BEPOS construit en bois. Donc, cette référence nous a permis de démontrer qu'il est tout à fait possible des performances sur l'aspect énergétique tout en réduisant l'impact carbone des bâtiments et marque tournant au sein de la société. Afin de respecter les accords de Paris et de suivre notre trajectoire de réduction carbone, nous savons pertinemment qu'il est essentiel d'utiliser des matériaux renouvelables, dont les biosourcés. Donc, c'est donc tout naturellement que Bouygues Immobilier s'engage dans ce pacte afin de s'impliquer encore davantage envers les filières bois et biosourcés. Ceci en complément du BBCA, donc l'association dont nous sommes également adhérents depuis sa création en 2015. Merci. Merci beaucoup. Passons maintenant à Link City. Monsieur Mouret, nous avons compris que la construction bois s'insère chez vous comme l'une des solutions que vous envisagez pour diminuer l'empreinte carbone dans l'ensemble de la chaîne de la construction et de l'aménagement. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, notre position sur le bois s'insère dans une stratégie globale assez ambitieuse pour réduire l'empreinte carbone de nos opérations. Alors bien évidemment en jouant sur tous les leviers possibles, que ce soit la conception, les modes constructifs, l'énergie, l'économie circulaire, l'industrialisation, la réversibilité ou les usages des occupants. Et dans cette stratégie globale, bien sûr, la construction bois occupe une place majeure. Alors pour la développer en Île-de-France, il nous paraît absolument indispensable de travailler avec l'ensemble de la filière régionale et c'est bien ça qui nous guide dans notre engagement dans le pacte bois biosourcé et c'est bien comme ça qu'on souhaite traduire notre engagement et notre conviction. Alors notre engagement, eh bien, on souhaite se positionner d'entrée de jeu sur la deuxième marche du podium puisqu'on va viser le niveau argent, soit 20% de notre production en bois, tout produit, c'est-à-dire à la fois pour le résidentiel, mais aussi pour le tertiaire et l'hôtellerie. Et ça va représenter, pour ce qui nous concerne, environ une moyenne de 20 000 m² par an sur la période considérée. Alors, on vise la deuxième marche du podium tout de suite, mais on ne part pas complètement de zéro, puisque les constructions bois sont déjà une réalité quand même chez Link City. Nous avons à la fois des projets en cours et nous avons des projets aussi en développement. Projets en cours que nous venons de livrer, par exemple, à Nation. Le bois, c'est déjà une réalité quand même chez Link City. Nous avons déjà des projets en cours et des projets en pipe, notamment
l'opération, je parlais de Nation, mais on a aussi Béliard dans le 18e, qui est une opération un peu plus ambitieuse, puisqu'elle fait 25 000 mètres carrés avec la moitié du programme qui est réalisé en bois et qu'on démarrera l'année prochaine. Alors, on a bien conscience que pour atteindre nos objectifs, il est nécessaire de faire partie d'un collectif, de faire partie d'une communauté, et c'est pour ça que nous souhaitons rejoindre le pacte. On a l'ambition d'apporter notre contribution à la filière locale de l'Île-de-France, et puis on espère bien que Link City sera rapidement un acteur remarqué de la construction bois en Île-de-France, et on est vraiment ravis de pouvoir participer à ce pacte. Merci beaucoup. Nous sommes ravis également. Chez Redman, vous êtes un promoteur immobilier qui est labellisé Bicorp et je souhaitais vous poser la question d'aider à contribuer à ce label. Madame Van Valskappel, s'il vous plaît. Oui, c'est pas facile à dire. Hein. Je suis désolée, je vous facilite pas vraiment la tâche. Non, bah oui, effectivement, Redman est un promoteur indépendant qui a été créé en 2007 par Mathias et Nicolas. À Paris, Navarro et Nicolas Ponson. À Paris, on s'est surtout fait connaître sur des missions d'AMO et MOD sur des projets assez emblématiques et complexes, comme la station F, Grand Central ou encore le bâtiment du Monde. Alors, pour reprendre l'introduction de Paul tout à l'heure, on n'est sans doute pas un grand promoteur au sens de la taille, mais on est convaincu que tous, à nos échelles respectives, on peut contribuer. Et notre conviction, c'est qu'effectivement, on peut construire et rénover de façon responsable et donc rendre plus acceptable, en somme, la nécessaire densification de la ville. En clair, d'essayer d'avoir un impact positif. Et là, je fais le lien avec Bicorp parce qu'effectivement, on a été le premier promoteur labellisé Bicorp en 2020 et ça induit d'avoir modifié notamment nos statuts d'entreprise, devenir une société à mission et on se donne pour objectif d'avoir un réel impact positif sur la société dans le cadre de nos missions. Donc, c'est une communauté internationale qui représente 3600 sociétés dans le monde, toutes très diverses, et c'est assez contraignant, mais ça traduit aussi notre engagement et notre volonté de contribuer positivement. Alors, signer le pacte FIBois, c'était pour nous une évidence. Évidemment, le bois, c'est le meilleur moyen pour diminuer drastiquement l'empreinte carbone de nos projets. Et l'idée d'adhérer, de travailler collectivement avec l'ensemble de la filière, c'est aussi ça qui est intéressant, hein, c'est que vraiment on balaye l'ensemble de la filière, ça nous a motivés et on s'est engagé pour notre part sur un niveau argent et l'utilisation de 50% bois français pour que clairement la construction bois soit vertueuse jusqu'au bout. Je finis juste en disant que nous, on est présents aussi en région. On a 4 autres implantations en France. Et clairement, la montée en compétences avec la nomination de référents bois au sein de la structure profitera à l'ensemble des filiales du groupe. Et ça, je pense que c'est important de ne pas penser que nous, à notre échelle Île-de-France, mais d'essayer de raisonner un peu plus large. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Madame Delgado-Rodoz, je voulais savoir comment chez Marignan, vous pensez que le pacte peut vous aider à insuffler un changement de culture au sein de l'entreprise sur la construction bois. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. Comme vous le dites, c'est effectivement la signature du pacte un moyen d'insuffler une nouvelle dynamique, en tout cas sur cette partie spécifique et de sensibiliser les gens aux enjeux climatiques et par cette concrétisation de la construction bois, surtout d'avoir un levier pour la formation de nos collaborateurs. Plusieurs promoteurs l'ont dit, c'est effectivement important d'être au sein d'une communauté et c'est aussi ça qui nous intéresse dans la signature de ce pacte, c'est avoir autour de nous d'autres partenaires qui nous permettront de monter en gamme sur le bois et d'associer l'ensemble de nos collaborateurs, puisque comme le disait Rosine juste avant, c'est aussi pour nous à la fois la structuration de l'Île-de-France, mais aussi la structuration de l'ensemble de nos agences en France. Et donc, on prend l'engagement de pouvoir travailler sur l'ensemble de nos implantations on l'a déjà commencé, évidemment, par à la fois des projets qui existent déjà, mais aussi la formation de chacun de nos collaborateurs qui pourra permettre justement d'avoir de plus en plus d'opérations. On a pris un engagement de faire 400 logements par an en bois, et donc les années passant, on augmentera évidemment cette production.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ravis de vous avoir avec nous. Et enfin, pour terminer avec les promoteurs immobiliers, je voulais demander à Monsieur Rosenblatt de CDU dans quelle opération spécifique il envisageait de mettre en œuvre le pacte. Bonjour. Bonjour. Alors nous, d'abord, notre métier, c'est d'être ensemblier urbain. On conçoit, on monte, on pilote et on réalise des grands projets qui sont souvent structurellement fondés sur la qualité de vie. On réalise des opérations en moyenne qui vont en France entre 70 et 400 000 mètres carrés. On avait commencé il y a une douzaine d'années déjà à essayer de faire une opération en bois qui faisait 40 000 mètres carrés en Île-de-France. Et à l'époque, j'avais été, je m'en souviens, au Salon du Bois au Mans. Et quand je parlais 40 000 mètres carrés en bois il y a une douzaine d'années, tout le monde me répondait « mais c'est impossible, on n'y arrivera pas ». Donc pour moi, la participation à FIBois, elle est centrée autour de cette question-là. C'est comment on peut aujourd'hui structurer quelque chose qui répond à la faisabilité de grands projets qui aident en même temps à la réalisation des objectifs de la filière bois. Et pour ce faire, on a commencé, par exemple, avec Grand Paris Aménagement, à travailler sur la question du bois. Une partie d'une grande opération qui fait quand même 335 000 mètres carrés, je crois. Une partie de cette opération, dans sa deuxième phase, on va travailler avec Grand Paris Aménagement pour la réaliser en bois. Et puis surtout pour nous, une autre très grande opération, puisque sans doute autour de 300 à 400 000 mètres carrés, dont la première phase va faire 100 000 mètres carrés. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir la réaliser entièrement en bois, parce qu'elle est centrée autour de ce quartier, est centré autour de la question de la nature, des loisirs, du mode de vie, et qu'il est situé proche d'une forêt, proche de l'eau, et que l'idée de pouvoir construire entièrement en bois à cet endroit-là nous sautait aux yeux comme étant une évidence. Et donc, on a commencé à travailler avec vous, avec FIBois, et ce que j'espère surtout, c'est que moi, je viens en recherche d'aide d'une certaine manière. Vous avez commencé à structurer la filière, et nous, notre souhait, c'est de pouvoir travailler très en amont sur le projet avec vous, avec FIBois, pour essayer de structurer un projet entièrement en bois dont les coûts d'opération puissent rentrer dans ceux du marché d'aujourd'hui. Et je pense que c'est dans ces types de grandes opérations où on peut y arriver et où vous pouvez nous donner un coup de main. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu signer ce protocole. Merci. Merci Marc, merci Monsieur Rosenblatt. C'est exactement, vous avez résumé le concept du pacte. On va passer pour terminer aux 5 bailleurs sociaux qui s'engagent à nos côtés et on en est vraiment ravis. Donc 5 bailleurs sociaux, on va commencer, donc vous voyez à l'écran leur logo. On va commencer par CDC Habitat. Monsieur Thierry Berthier, vous êtes président du directoire de Grand Paris Habitat. Donc, on voulait savoir comment le pacte bois biosourcé s'insère dans votre politique sociale et environnementale en tant que bailleur social et comment vous comptez insuffler une nouvelle dynamique bois, notamment parmi les membres de votre GIE qui est Grand Paris Habitat. Bonsoir à tous. J'ai un peu la pression sur la durée, mais je vais essayer de me tenir dans les 2 minutes. Par rapport à l'environnement général, il est très clairement CDC Habitat en tant que membre de la Banque des Territoires s'inscrit dans le prolongement des engagements pris par la Caisse des dépôts pour limiter le réchauffement climatique. En descendant, bien évidemment, CDC Habitat travaille depuis de nombreuses années sur la réduction de la consommation énergétique et la réduction de l'effet de serre. Entre 2010 et 2020, on a déjà réalisé environ 30% d'économie d'énergie sur l'ensemble de notre parc. Notre souhait par l'adhésion à FIBois, c'est bien évidemment d'aller plus loin, à savoir de passer d'un stade d'économie d'énergie à penser bas carbone et donc que ça devienne présent au sein de nos gènes.
Comme vous l'indiquez, Grand Paris Habitat est un GIE de moyens qui réunit beaucoup plus largement que simplement CDC Habitat et CDC Habitat Social. Nous réunissons aujourd'hui 13 opérateurs et qui couvrent un champ de logements d'environ 3 logements en Ile-de-France. Et donc, l'adhésion de Grand Paris Habitat au sein d'Afibois permet justement d'entraîner, de capitaliser sur les savoir-faire de chacun. Et je pense qu'avec notre représentativité, nous aurons aussi la possibilité, par rapport à ce que disait Valérie Pécresse en introduction, de peser sur la création d'une filière. Parce que si tous ensemble, je pense que mes collègues qui interviendront après, si tous ensemble on s'engage sur des réalisations bois ou biosourcées, ça peut permettre aux industriels d'avoir envie de créer cette filière. J'espère que mon intervention a été suffisamment courte, madame, et c'était un plaisir. Vous avez été parfait. Merci beaucoup. On va passer à un autre bailleur social aussi dynamique que de CDC Habitat, qui est Immobilière 3F. Monsieur Pierre Polo, quelle dynamique avez-vous déjà mis en place pour la construction durable dans le logement social et comment le pacte va vous permettre de gravir une marche supplémentaire? Bonjour à tous et à tous. Écoutez, j'espère que je serai aussi dynamique que CDC Habitat. On a l'occasion de se rencontrer régulièrement sur de nombreux territoires. Donc, moi, je suis très content d'être là parce que d'abord, j'avais signé il y a 5 ans, presque jour pour jour, avec le préfet de région Carinco, donc la charte, construction bois, construction exemplaire. Et donc, très content aujourd'hui de participer et de voir que effectivement les partenaires se sont sensiblement élargis. Nous, en tant que bailleur social, évidemment, la transition énergétique, c'est un engagement fort dans le cadre de notre démarche éco-responsable et elle a vocation à profiter évidemment, et il ne faut pas l'oublier, à nos locataires, à la fois dans la maîtrise des charges et évidemment dans le respect de l'environnement. Donc, la construction biosourcée, elle est très, très intégrée. Déjà, on est très engagé dans la construction biosourcée depuis de nombreuses années. Actuellement, on a 10% de notre production qui est biosourcée. On va envisager de passer donc au niveau argent, donc 20% de nos futures constructions neuves. À minima, on cherche également à faire des opérations encore plus exemplaires. On avait fait une opération bois à énergie zéro il y a de ça plus de 12 ans. Nous avons travaillé avec beaucoup des partenaires qui sont autour de cet écran, et aussi bien aménageurs, promoteurs, et on se félicite des engagements très forts de l'EPF et des aménageurs franciliens pour nous pousser tous à aller vers cette ambition extrêmement vertueuse. On en a vraiment besoin, on a vraiment besoin de qualité, aussi bien sur le plan effectivement biosourcé que sur le plan de la qualité de nos logements. Donc, nous, notre engagement est donc très fort, comme je vous le dis, il s'inscrit dans notre stratégie innovation et stratégie bas carbone. C'est aussi la volonté chez nous d'accélérer une approche plus globale de construction hors site, de faire en sorte que la filière française, mais aussi européenne, se structure pour être plus compétitive, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, les prix lors de nos appels d'offres sont souvent très élevés, surtout depuis quelques années, et il faut que le bois arrive à être aussi compétitif que la construction traditionnelle, et j'espère que cette filière bois, comme les filières sèches de façon plus générale, permettront de construire mieux, plus vite, moins cher et avec beaucoup moins de réserves lors de nos livraisons. Donc, on est vraiment convaincus, on a réalisé beaucoup d'opérations, on vient de livrer un immeuble en béton de chanvre à Boulogne de 8 niveaux, donc je crois que c'est un des immeubles les plus hauts. On a fait des surélévations bois à Montreuil, à Paris. On a eu le prix, le trophée bois avec notre opération à Chanteloup-en-Brie, donc appelée B-Cube, bois, BIM et biosourcé. Et puis, comme référence également, on a, dans le cadre de Réinventer Paris 2, travaillé sur la transformation du garage Renault rue Amelot, donc en 140 logements avec des activités, des équipements. Donc, des exemples qui montrent tout notre investissement et le plaisir que j'aurai à partager encore avec tous ceux qui sont autour de nous sur ces sujets. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Polo.
Je vais donner la parole tout de suite, sans plus tarder, à Valérie de Brême pour Elogip-Siamp, pour savoir comment le pacte s'articule en fait avec le plan climat 2020, 2030, 2050 qui est porté dans les engagements d'Elogip-Siamp. Voilà, on est un peu plus petit, bien sûr, hein, que CDC Habitat et I3F, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'en a pas moins de volonté pour avancer dans ce domaine. Nous étions, nous aussi, signataires de la première charte pour la construction bois il y a quelques années, et nous avons réaffirmé cet engagement en adoptant notre propre plan climat 2020, 2030, 2050. Notre stratégie vise d'ici 2030, c'est-à-dire finalement quasiment demain, à réduire de 40% notre empreinte carbone et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Ceci en réhabilitant nos immeubles, mais aussi en modifiant nos méthodes de construction et de réhabilitation. Et bien évidemment, dans ce cadre, le développement des matériaux bas carbone, dont le bois et les produits biosourcés, sont une solution pour réduire notre impact environnemental. Alors aujourd'hui, on s'engage au niveau bronze, mais on espère bientôt pouvoir élever ce niveau d'engagement comme nous avons pu le faire dans le cadre de la charte Paris Action Climat que nous avons signée au niveau or en 2018 et que nous allons signer au niveau platine prochainement. Donc, niveau bronze, c'est donc 10% de notre production pendant les 4 années du pacte, plus de 400 logements neufs ou réhabilités qui seront réalisés, soit plus de 30 000 m² de bâtiments bois ou biosourcés. Alors évidemment, nous avons déjà commencé, notamment à Avignon-sur-Seine avec la réhabilitation de 327 logements. Et nous allons poursuivre, notamment dans un territoire que la CEMAPA connaît bien, dans la ZAC Paul Bourget, avec une construction de 38 logements. Voilà, vous le voyez, nous sommes pleinement engagés à vos côtés. Merci Valérie, merci beaucoup. On sait qu'on peut compter sur vous, comme chez Paris Habitat d'ailleurs. Donc Paris Habitat, Hélène Schferrer, en tant que premier bailleur social de la ville de Paris, on sait que vous vous engagez d'ores et déjà sur des rénovations, comme des rénovations, on a vu bois-paille récemment sur certains bâtiments. De manière plus globale, comment le pacte peut intégrer votre stratégie à la fois de rénovation et de construction neuve? Merci, bonsoir à tous et à toutes. Déjà, juste un petit mot de contexte. On dirait Paris Habitat, en effet, on loge aujourd'hui un Parisien sur 9. On est présent sur 27 communes en Île-de-France. Mais on est un peu, voilà, on est comme les bailleurs, mes collègues, entre guillemets. On investit durablement, puis on ne fait pas que loger. Derrière, on accompagne le locataire. On leur offre on a pour mission de leur offrir un cadre de vie de qualité et puis produire aussi du logement de manière durable. Donc, ces questions, entre guillemets, de qualité du logement qu'on doit offrir aux habitants, je ne parle pas de la santé, des objectifs qu'on partage, hein, de la durabilité des logements que l'on livre, puisqu'on reste propriétaire sur le très 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 long terme. Les questions, bien entendu, d'objectifs de développement durable, mais aussi l'impact environnemental, l'innovation en termes d'usage, de matériaux sont aujourd'hui des enjeux qui sont partie prenante dans nos projets, que ce soit aussi bien en développement de l'offre nouvelle de logement comme en réhabilitation, mais aussi en création d'équipements de proximité ou encore d'équipements publics. Donc, depuis déjà de nombreuses années, hein, on peut aussi citer plein d'exemples d'immeubles qu'on a aujourd'hui livrés, en surélévation, en projet aussi qui allient bois et matériaux bien sûr biosourcés. Donc là, il y a une petite liste à l'après-vert qu'on pourrait bien sûr communiquer. Donc tous ces enjeux aujourd'hui sont vraiment partie prenante de nos projets, de nos programmes. On a été signataire de la première charte, comme mes collègues, et je pense qu'aujourd'hui, s'engager sur un objectif qui peut paraître peut-être un peu faible pour un bailleur comme nous, mais bronze, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de notre activité repose sur la transformation d'immeubles, mais aussi sur la réhabilitation de notre patrimoine qui aujourd'hui est très ancien. Donc, par exemple, à travers notre patrimoine, on a recours pour l'isolation thermique, que ce soit en intérieur comme en extérieur, surtout en intérieur pour les HBM, à des matériaux naturels et renouvelables, comme la laine de bois ou encore le liège. Voilà. Donc aujourd'hui, nous engager
à ce stade, sur un niveau bronze, et bien sûr, on serait prêt à franchir le niveau argent, selon bien sûr la programmation et les objectifs qu'on va avoir. Voilà. Et puis je pense que travailler ensemble, rejoindre cette communauté, je pense aussi, elle est très, très positive, parce qu'on a vraiment besoin, je pense, d'échanger, de partager ensemble toutes nos expériences, nos expérimentations, nos innovations qui posent aussi question. Hein. Sandrine Moret parlait tout à l'heure des problèmes de sécurité incendie, mais aussi juridiques et tout. Donc voilà, nous on est ravis de rejoindre cette communauté. Et puis voilà, j'espère qu'on aura tous à cœur de continuer à travailler ensemble. Voilà, merci. Hélène, je vais passer la parole au dernier bailleur social et dernier signataire aujourd'hui à parler. Donc, Monsieur Serge Contat, pour la RIVP, vous avez été le premier bailleur social à rejoindre la FIBOA Île-de-France il y a presque un an maintenant. Pourquoi le pacte bois biosourcé vous semble-t-il un outil pertinent pour réduire l'impact carbone dans la construction chez un bailleur social comme le vôtre? Oui, bonsoir à tous. Donc, je vais essayer d'être concis pour clore cette longue séance. Mais comme on y croit tous, c'est très agréable d'entendre, j'allais dire un petit peu la team bois. La première chose, c'est au fond cette espèce d'engagement sociétal en fait qu'on poursuit avec des engagements très forts côté RIVP. C'est vraiment toute l'entreprise RIVP autour de la neutralité carbone, avec une échéance 2030, moins 50%. Et puis une neutralité à l'horizon 2050 et si possible même avant. Et ça, c'est vraiment toutes les composantes de la RIVP. C'est le zéro papier à l'horizon 2024. C'est évidemment tous nos programmes de réhabilitation et de construction, transformation sont faites. On a des interventions tout à fait diverses sur nos immeubles. Et puis aussi, quelque chose qu'on a finalement peu abordé, c'est que ce projet de neutralité carbone, c'est un projet qui nous engage tous à la fois comme dirigeants, comme salariés, et pour lequel on a le devoir d'engager tous nos collaborateurs. Voilà, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers, y compris, on a bâti un indicateur carbone global d'entreprise et qu'on essaye évidemment de faire diminuer. Et c'est dans cette stratégie globale que, évidemment, la dimension construction bois et matériaux biosourcés est très importante. Moi, je voudrais peut-être retenir deux idées. Le premier, c'est le collectif. Voilà, il faut qu'on bâtisse une filière, le monde de la construction. Il progresse si on est capable de jouer avec une certaine taille critique et sur l'ensemble de la filière. Donc aujourd'hui, quasiment la totalité de la team est là. Il en manque peut-être un certain nombre. On va essayer d'embarquer évidemment les architectes, les bureaux d'études, etc. Il y a des questions encore sur lesquelles il faut qu'on fasse encore des progrès. Et puis le deuxième point, je crois, très important, c'est Julien Pemzec en a parlé, c'est la qualité d'usage. Alors nous, on n'a peut-être pas d'études vraiment scientifiques, mais le mix de matériaux biosourcés qu'on a déjà réalisé, notamment il y a un immeuble dans lequel on a mélangé de la pierre et avec tout l'intérieur en bois. Ça ne ressemble à rien d'autre. Et en matière de qualité d'usage, c'est, je crois, très avant-gardiste. Voilà, donc on est très heureux de s'engager dans la démarche. Alors pour les mêmes raisons, pour l'instant sur bronze, mais avec la volonté, notamment avec la difficulté qu'on a un petit peu à caler les choses sur la transformation de maintenant ce qui est notre terreau, sur la transformation de bâtiments, mais avec la volonté de progresser rapidement. Voilà, donc un grand merci à tous ceux qui ont parlé, parce que c'est vraiment cette team qui arrivera à faire progresser la filière dans son ensemble. Merci Monsieur Contat, merci de clore ce tour des signataires. Pour conclure, je vais laisser la parole tout de suite à Luc Charmasson, qui est le président du CSF Bois et qui va justement démontrer tout le soutien de la filière pour accompagner les maîtres d'ouvrage et les aménageurs. Merci. Donc, tout d'abord, je vais peut-être rappeler nos remerciements auprès de la présidente, Madame Pécresse, pour son soutien et son message très volontariste. Aussi à Monsieur le Préfet, qui, je pense avec pertinence, a rappelé que la filière bois
doit s'intégrer et s'accaparer complètement le plan de relance pour lequel le CSF a fait beaucoup de propositions, qu'il a retrouvées du reste. La filière a donc à ses dispositions un catalogue de propositions de subventions, prêts, AMI, avec peut-être une réserve, c'est que ce catalogue à l'après-vert peut parfois un peu dérouter les PME, TPE de la filière, qui n'a pas forcément en interne l'ingénierie suffisante. Cher Paul, merci de ton invitation et bonjour à tous et à toutes. Alors, en ce qui concerne donc ce qu'amène le pacte biosourcé, il amène 3 points, je vais dire. 1, c'est-à-dire qu'il va permettre de dynamiser les industries de la filière bois. 2, il va permettre de faire baisser les coûts de la construction, comme vous l'avez rappelé, à partir de nouveaux investissements. Et enfin, il va concourir à l'innovation et à l'investissement. Alors, le pacte bois sourcé, en créant de nouveaux marchés en Île-de-France, va permettre de dynamiser les industries de la filière bois française. En signant le pacte, aménageurs et maîtres d'ouvrage s'engagent à intégrer le plus souvent, au minimum, 50% de bois français dans leur opération bois. Je rappelle que l'objectif minimal de transportant était celui qui avait été retenu par la Solideo pour le village olympique, et je pense qu'à ce jour, on peut assurer qu'il y aura plus de 50%. Donc, on peut considérer que cet engagement pourrait être tenu au-delà du pacte. Mais plus encore, ce qui importe, c'est aussi que bien sûr, c'est que la valeur ajoutée et les emplois soient bien développés sur le territoire avec nos industries et nos entreprises françaises. Donc, en prenant en compte l'ensemble des engagements des signataires, nous sommes sur les ordres de grandeur suivants, qu'a rappelé Paul. D'ici 2025, ce sont 1,2 million de mètres carrés qui seront construits en bois, ce qui correspond à environ 300 000 mètres cubes de bois d'œuvres sciées. Non seulement la filière est en capacité de répondre à cette demande, mais le pacte va aussi permettre aux entreprises de la première et de la deuxième transformation du bois d'investir sereinement, et elle a besoin de cette visibilité pour cet investissement. Et pour donc s'équiper, se moderniser. La filière bois propose au pouvoir public qu'un appel à manifestation d'intérêt puisse en ce sens venir renforcer le plan de relance qui supporterait plus de transformation en France pour les produits qu'on appelle d'ingénierie bois structurel, c'est-à-dire les bois massifs, reconstitués, bois aboutés, lamellés, collés, bois panneaux CLT, que actuellement on importe d'Europe, encore trop souvent. Deuxième point, donc le pacte bois biosourcé va permettre, en permettant de nouveaux investissements dans les filières et en augmentant la demande en bois, va donc contribuer à faire baisser les coûts de la construction, la rendant donc plus compétitive, et certains d'entre vous l'ont rappelé. C'est donc un cercle vertueux qui se met en place, qui permettra de généraliser l'emploi de matériaux bois et biosourcés dans la construction dans les années à venir, faisant tomber les barrières à leur utilisation. Cela doit nous rassurer et nous inciter à porter des ambitions fortes concernant la réduction de l'impact carbone des matériaux utilisés pour la construction à travers des engagements stratégiques tels que le pacte, mais aussi en faisant évoluer la réglementation à l'occasion de la future RE 2020. Le bois et les matériaux biosourcés sont les seuls matériaux qui ont la capacité de stocker dans la construction le carbone, prélevé dans l'atmosphère, du fait de la photosynthèse. C'est le seul matériau qui permettra ainsi de créditer vos constructions d'émissions négatives pour les gaz à effet de serre. Du poids de bois intégré dans vos immeubles dépendra la possibilité d'atteindre des budgets carbone beaucoup plus restrictifs pour les constructions de demain. Et enfin, des coûts maîtrisés du fait de la massification du marché. Enfin, le pacte bois biosourcé encourage l'innovation dans la construction bois et invite à investir dans cette industrie d'avenir. Parmi les engagements complémentaires que peuvent prendre les signataires du pacte, il y a par exemple, et vous l'avez rappelé, le démonstrateur bois feuillu, qui vise à faire émerger plusieurs bâtiments démonstrateurs, intégrant dans de larges proportions des essences de bois feuillu,
sur l'aménagement et l'agencement intérieur, mais également l'utilisation de feuillus en structure. Les marchés potentiels du cadre de devis en bois, notamment, étaient bien décrits dans le cadre des hubs d'innovation portés par l'interprofession FBIE, le CSF Bois. Outre le bois dans la ville de demain, qui réinvente un cadre de vie urbain, les perspectives sont aussi bien réelles, par exemple dans les segments de marché du bois en lien avec le luxe, par exemple l'hôtellerie de luxe et le commerce, et la santé, crèches, résidences de services, EHPAD, maisons médicalisées. Donc le bois va prendre toute sa place dans de nouvel environnement urbain, sur tous les marchés, du logement bien sûr, mais aussi tertiaire. Le pacte bois biosourcé va y contribuer grandement et je salue ici votre force de conviction et votre engagement à tous dans cette nouvelle étape. J'ai retenu en vous écoutant que ce pacte représentait pour beaucoup d'entre vous un outil de soutien et de renforcement d'une communauté appelée à se développer rapidement et sur un terme long. Et puis enfin, mon cher Paul, sois assuré que le CSF te renouvelle compte son total engagement et son accompagnement d'une manière étroite pour travailler avec vous, pour développer et démultiplier les actions de la filière bois régionale et nationale. Merci à tous. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup pour cette conclusion et pour ce soutien du CSF. Il nous reste vraiment 5 minutes pour pouvoir répondre. Je crois on va sélectionner 2-3 questions, pas plus. Avant de conclure, Nora, est-ce que tu peux nous indiquer s'il y a des questions des journalistes ou autres Oui. sur la plateforme? Oui, bonsoir à tous. On a une première question de Monsieur Juan Leles, alors j'espère que je n'écorche pas son nom, qui nous fait remarquer qu'on parle beaucoup de pourcentage de bâtiments en construction bois et qui nous demande quelle est notre définition d'un bâtiment en construction bois. Est-ce qu'on parle d'un volume minimum en mètres cubes de bois ou encore d'un ratio de bois par mètre carré de surface de plancher? Alors concrètement, effectivement, c'est important de rentrer dans les détails. On n'y est pas rentré là dans le cours de la conférence, mais dans le pacte que vous pourrez lire dès demain sur le site internet de FIBOis Île-de-France, il est bien indiqué ce que c'est qu'une construction bois. Donc il y a plusieurs niveaux d'engagement avec des garde-fous, avec des kilos par mètre carré, des kilos de bois ou biosourcés par mètre carré de logement ou de bâtiments tertiaires. Et on a différents niveaux d'ambition. Et à l'intérieur, par exemple, d'un promoteur qui souhaiterait construire 10% de construction bois, il doit faire au moins 50% de ces 10% avec du bois en structure. Donc, on a bien différencié ce qui relevait du niveau A1 avec du bois en façade ou en aménagement intérieur et le niveau A2 qui est du bois en structure où on a précisé ce que c'était que la construction bois. Pareil pour la réhabilitation où on a bien précisé le niveau qui correspond seulement à de l'isolation thermique par l'extérieur ou le niveau A2 qui correspond sur des réhabilitations lourdes qui intègrent plus de bois et biosourcés. Alors, on a une deuxième question, peut-être rapidement, donc de Monsieur Ingold, qui demande quelle filière d'utilisation des bois locaux en bois d'œuvre pour les feuillus qui sont l'immense majorité dans les forêts d'Île-de-France. Il précise pas juste le mélèze, par exemple. Alors, en ce qui concerne le feuillu, on va, je vais démarrer, puis je vais laisser la parole à Paul 2 secondes. On a vraiment vraiment une possibilité d'utiliser le feuillu, évidemment en aménagement intérieur et en aménagement extérieur, comme on le fait traditionnellement, mais il y a des nouvelles innovations qui sont en train de voir le jour sur l'utilisation du feuillu en bois de structure. Paul, si tu voulais compléter. Peut-être parler de quelques expérimentations, notamment avec FIBOis Hauts-de-France, donc nos partenaires du Nord, qui travaillent du lamellé en peuplier. Donc aujourd'hui, on a des solutions avec des ouvrages qui démarrent. Je ne sais pas si on a encore EPA-Marne avec nous, mais il y a des expérimentations, notamment en Île-de-France, sur le territoire francilien, avec des solutions et une réflexion sur le feuillu. Donc, on est encore au démarrage, bien sûr, mais il y a des choses à faire de ce côté-là. Et effectivement,
on pourra valoriser nos essences locales, en hêtre aussi, il y a déjà eu des expérimentations. Donc voilà. Très bien. Je vous propose de conclure là. S'il y a d'autres questions, on pourra y répondre également par écrit ou lors d'échanges ultérieurs. On vous remercie tous d'être restés si nombreux jusqu'à la fin. Cette conférence sera montée, filmée et disponible sur le site internet de FIBOA Île-de-France. À très vite pour la suite des ateliers du pacte et la mise en œuvre opérationnelle. Et à très bientôt. Au revoir à tous.